Je vais me mettre en présentation. Est-ce que c'est bon? Vous voyez ma présentation? Oui, Oui, tout à fait, oui, ouais. on voit bien, oui. Très bien. Oui, donc rester libre et acteur de sa santé à tout moment. Donc je voulais commencer un peu compte tenu du thème par la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est très important, qui est un texte qui date de 2008, qui a été ratifié par beaucoup de pays, par 175 pays, dont la France. Et ce qui est très important dans ce texte, c'est qu'en fait, il affirme que les personnes handicapées, elles doivent pouvoir exercer leurs droits de la même manière que les personnes qui ne sont pas handicapées. Et ça semble assez simple comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de droits spéciaux, mais tous les autres droits fondamentaux doivent être appliqués, pouvoir être exercés par les personnes de la même manière que les autres. Et en fait, les personnes, ça veut dire qu'elles doivent aussi être libres de leur choix, comme n'importe quelle personne non handicapée. Et là, je vous ai en particulier mis l'article 12, qui a un nom un peu compliqué, hein, reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes, elles devraient pouvoir prendre leur propre, tout simplement en fait, que les personnes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions. Alors, il ne s'agit pas de nier les handicaps, ça veut dire que les personnes doivent pouvoir prendre leurs propres décisions avec un soutien adapté à leur handicap si c'est nécessaire. Donc, c'est des textes comme ça qui sont assez forts et qui ont beaucoup d'implications. Ça veut dire que la société s'engage à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, à faire que les personnes handicapées fassent vraiment partie de la société et soient vraiment libres de leur choix. Il y a un suivi, hein, on l'a dit, il y a 175 pays qui ont ratifié cette convention. Alors, est-ce qu'ils ont bien lu, est-ce qu'ils ont bien compris ce que ça voulait dire? On peut se poser la question à peu près 6 ans après. Donc, c'est un rapport, parce que la France, elle édicte des rapports un peu pour suivre, comprendre et mobiliser la convention, là, donc ce texte de 2016, il y a déjà 6 ans. Il y a 6 ans, Jacques Toubon, qui était à l'époque défenseur des droits, faisait le constat que, en fait, malgré l'entrée en vigueur de cette convention des droits des personnes handicapées en France, et ben finalement, beaucoup d'acteurs impliqués se rendent pas compte de ce que ça veut dire, en termes justement d'autonomie, en termes de liberté de faire ses propres choix. Donc maintenant, on est encore 6 ans après, le défenseur des droits a changé, mais le constat est le même. La France tarde à accompagner les personnes de manière à ce qu'elles aient les mêmes capacités de choix que les personnes non handicapées. Je parle de ce texte parce qu'aussi, il a été énormément soutenu par les associations. Il y a une mobilisation internationale, et en particulier des personnes avec des handicaps psychiques, qui ont beaucoup porté ce texte, qui est un texte qui a beaucoup de force. Il y a aussi il y a d'autres lois, hein. Dans la loi aussi du 4 mars 2002, qui est une loi en France qui a beaucoup rénové le système de soins, on considère que finalement le consentement, c'est une condition indispensable à toute prise en charge thérapeutique. C'est un principe aussi qui est fort. Il faudrait que pour tout acte thérapeutique, il y ait le consentement de la personne. Mais la loi, elle considère aussi qu'il y a des dérogations. Mais une dérogation, ça veut dire quelque chose d'exceptionnel. Donc, en fait, les soins sans consentement, ça devrait être quelque chose d'exceptionnel et c'est une dérogation à un certain nombre à ces principes. En fait, ce qui en fait que les personnes, à un moment, elles ont des soins sans consentement, c'est une spécificité de la psychiatrie qui est le fait d'avoir par moment des atteintes de la capacité de discernement. Le Code civil est assez clair, hein, toute personne majeure a sa capacité de discernement jusqu'à preuve du contraire. Mais dans les troubles qui sont le plus à risque de problèmes avec le discernement, il y a les épisodes maniaques, les troubles psychotiques avec symptômes négatifs. On se fait souvent l'idée que les troubles psychotiques avec des symptômes positifs, des hallucinations, des voix, vont entraîner des incapacités de discernement. Ce n'est pas forcément le cas. Les épisodes dépressifs sévères, les états confusionnels et les démences. Les démences, par exemple, sont des états qui vont entraîner des incompétences décisionnelles,
Alors souvent, de la même manière qu'avec la psychiatrie, les soignants vont avoir tendance à surestimer l'incapacité des personnes. Et ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on évalue ces compétences de décision. Est-ce qu'il y a des manières d'évaluer ces compétences décisionnelles? Donc, dans le cas des démences, on est dans des choses qui se fixent progressivement. Dans le cas de la psychiatrie, on est sur des fluctuations qui peuvent être rapides, avec des états de plus ou moins atteindre des compétences décisionnelles et des fluctuations dans le temps. Donc, je disais, il n'y a pas non plus de seuil, c'est difficile d'évaluer ça. Les outils, donc en France, il y a une réticence très forte à l'évaluation avec des outils. Par exemple, il y a des échelles d'évaluation des compétences décisionnelles. Donc, dans tout, pour être hospitalisé sous contrainte, il faut que le psychiatre dise oui, cette personne a une abolition du discernement, mais pour autant, on ne demande pas de preuves, on ne demande pas de score sur une échelle. Et il n'y a aujourd'hui pas d'outil qui est accepté dans les pratiques. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Je parlais par exemple de quand on a des hallucinations, on ne peut pas être en capacité décisionnelle. C'est faux. Quand on mesure les compétences décisionnelles avec des outils standardisés, on se rend compte que le jugement comme ça sur les compétences décisionnelles, le jugement au doigt mouillé des psychiatres est souvent erroné. Donc, il y a un certain nombre de composantes, des composantes cognitives. Il faut avoir compris, ça veut dire il faut avoir été informé pour pouvoir faire un choix. Il faut pouvoir apprécier les situations, il faut pouvoir avoir des capacités de raisonnement. Et on peut avoir des capacités de compréhension altérées, mais des capacités de raisonnement préservées. Il y a tout un tas de facteurs comme ça qui jouent et c'est intéressant de pouvoir se rendre compte qu'il y a toutes ces composantes qui font la capacité de discernement. Donc la psychiatrie, de par cette spécificité de fluctuation, elle autorise tout de même à envisager le fait de prendre des décisions en avance aussi pour soi-même, puisqu'on sait qu'on peut avoir des fluctuations éventuelles et on peut aussi, après avoir eu une baisse des compétences décisionnelles, retrouver ces compétences décisionnelles. Le problème des hospitalisations sans consentement et des soins sans consentement en France, on l'a vu, c'est quelque chose de très important. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les soins sans consentement, c'est quelque chose qu'il y a partout. En France, déjà, c'est un problème très fréquent parce qu'il y a 81 000 hospitalisations par an. Donc, ça, c'est les chiffres de 2019. Donc, 25% des hospitalisations qui se font sous contrainte. Donc, on est très loin de quelque chose d'exceptionnel et d'une simple dérogation. À titre de comparaison internationale, on voit que la France, c'est quand même le 6e pays qui hospitalise le plus dans une comparaison internationale. Donc là, par exemple, j'ai extrait un petit graphique de cette publication qui comparait les différents pays en mettant le taux d'hospitalisation sous contrainte pour 100 000 habitants. Et la France, donc, qui était 6e, donc on voit qu'il y a une évolution, en plus, une progression. Il y avait cette progression pendant un certain temps des hospitalisations sous contrainte en France. Il y a des pays qui sont qui contraignent beaucoup plus. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'Autriche, et des pays qui contraignent très peu, comme par exemple le Portugal ou l'Italie. Donc, cette très forte variabilité, on voit entre de moins de 10 hospitalisations pour 100 000 habitants à près de 300 hospitalisations pour 100 000 habitants. Donc, c'est pour des pays qui sont quand même assez comparables, assez proches. Le Portugal et l'Italie et l'Autriche, c'est des pays qui sont quand même pas, et l'Allemagne, c'est des pays qui sont quand même pas très, très éloignés. Pas tant éloigné que ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une trop forte variabilité pour que ça s'explique par la sévérité. Et donc, on peut s'imaginer qu'on peut faire beaucoup de choses sur les hospitalisations sous contrainte et aussi resituer le fait qu'en France, on est un pays qui hospitalise beaucoup sans consentement. Donc tout ça pour amener un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la contrainte
Et quand on fait des revues de la littérature, c'est-à-dire des recensions d'articles pour regarder qu'est-ce qui marche le mieux, qui a été prouvé par des belles études randomisées et par des méta-analyses, on se rend compte que ce sont les directives anticipées psychiatriques qui ont le plus d'impact sur les soins sans consentement. Et il y a une autre étude, donc l'étude de Molyneux, qui a récupéré les 5 essais, les 5 études les plus robustes sur le sujet et qui montraient qu'en moyenne, on pouvait attendre des directives anticipées qui réduisent de 25% les hospitalisations sous contrainte. Donc cet outil des directives anticipées psychiatriques, donc finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un document écrit, un simple papier, un document écrit qui est rédigé en dehors des périodes de crise, donc quand la personne a ses capacités de consentement. Et grâce à ce document, la personne s'exprime à l'avance sur ce qu'elle souhaite concernant sa prise en charge future et qu'est-ce qu'elle autorise comme type de soins et ce qu'elle souhaite. Et elle s'exprime pour les soignants en cas d'abolition de sa décision. Donc, c'est une manière finalement de permettre que la personne puisse s'exprimer en avance. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision. Et on peut considérer par rapport à cette histoire de soutenir les droits, prendre ses propres décisions, que finalement, ça permet à la personne, même si elle est dans un moment difficile, d'avoir quand même un certain pouvoir sur ce qui lui arrive. Donc, les directives anticipées dans le monde, c'est quelque chose qui existe, qui est quand même assez répandu, mais avec tout un tas de types d'outils, de types de pratiques très, très différents et des cadres législatifs très différents. Aux États-Unis, par exemple, les directives anticipées existent depuis les années 90 et il y a une grande législation sur le sujet. La plupart des États ont des règles de directives anticipées. Il y a des pays, par exemple, comme l'Allemagne, où les directives anticipées sont carrément contraignantes, c'est-à-dire que les soignants sont obligés de s'y conformer, alors que dans la plupart des pays, elles sont simplement indicatives, c'est-à-dire que les soignants ont une marge de manœuvre. Dans certains pays, elles sont assez minimalistes, elles ne peuvent indiquer qu'un seul, par exemple, traitement, alors que dans d'autres pays, elles intègrent tout un plan de rétablissement et elles s'intéressent à des aspects assez variés. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui est rare. Il y a beaucoup de législations qui intègrent quand même ce paramètre. Ce n'est pas dans la majorité des pays, mais quand même dans un certain nombre de pays et depuis un certain temps. Après, même dans ces pays, souvent, on en reparlera, mais il y a quand même des obstacles et elles ne sont pas systématiquement renseignées et systématiquement remplies. Donc en France, alors là, on ne voit pas très bien, mais majoritairement, en fait, et on va faire une petite pause après ça, les différents types de directives anticipées dans le monde, elles se répartissent en 2 grands ensembles. En tout cas, moi, je raisonne assez facilement comme ça, c'est-à-dire, il y en a qui tendent plutôt du côté du droit, et donc c'est le cadre des directives anticipées psychiatriques, pure et dure, entre guillemets, et c'est-à-dire qui ont une optique de s'inscrire dans le plan du droit et d'être plutôt sur un principe d'essayer d'être contraignante, c'est-à-dire que les soignants respectent ces directives et de se placer comme ça sur le plan du droit. Et il y a un certain nombre d'autres outils qui se placent plutôt sur un plan de soins, donc c'est les plans de crise conjoints, donc qui sont aussi rangés dans le même sac. Quand on dit que les directives anticipées sont efficaces, on considère tout ça à l'intérieur de la même chose. Mais on peut trouver ce terme, le plan de crise conjoint, et ce plan de crise conjoint, en fait, il se rapporte assez souvent à la signature d'autres équipes. C'est-à-dire, ça serait comme un contrat entre une personne concernée et une équipe de soins. Donc, voilà, et à l'intérieur donc c'est à peu près 2 grands ensembles, mais à l'intérieur de ça, il va y avoir des systèmes qui piochent un petit peu de partout. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour lesquels ça va être le plus important, la signature de l'équipe et de la personne concernée et le mode du contrat. Et pour d'autres, finalement, ça va être vraiment le fait de faire reconnaître quelque chose dans la loi.
Je ne sais pas si vous voulez déjà un petit peu discuter de ça avant de passer à la situation française et à l'étude qu'on a menée en France sur le sujet. Je vais arrêter le partage, voir si vous avez déjà des questions. Non, nous n'avons pas encore de questions. D'accord. J'avance ou vous souhaitez que j'avance? Oui, je pense. Oui. Il y a une D'accord. personne qui nous a interrogé par écrit à l'avance sur l'applicabilité des directives anticipées, mais peut-être vous en reparlera en réalité, quel pouvoir elles ont, ces directives anticipées, et, Hmm. et comment faire, quoi. Est-ce Oui, qu'on bah, peut se mettre à l'avance, par exemple, des directives anticipées à son CMP? Est-ce qu'on peut choisir là où on va être hospitalisé? Là, bon, cette personne qui s'appelle Isabelle nous écrivait parce que son proche, son patient, disons son proche, hmm. a écrit ces directives anticipées et il Ouais. souhaitait aller dans une clinique psychiatrique et Hmm. non pas à l'hôpital. Et en fait, bon, et puis ensuite, il voudrait aussi que ce soit vraiment respecté. Et pour ça, il voudrait communiquer. Donc, je pense que ce sont des questions intéressantes auxquelles vous pouvez peut-être répondre maintenant. Oui, tout à fait, parce que ça touche vraiment à cette philosophie des directives anticipées. C'est-à-dire que la question là, c'est justement celle de est-ce que les directives sont contraignantes ou pas? C'est-à-dire quel est le pouvoir finalement d'écriture des directives? Et c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de directives qui ne sont pas contraignantes. Et donc, les personnes les écrivent comme une espèce de bouteille à la mer et finalement, les soignants les appliquent ou ne les appliquent pas. Et donc, l'intérêt des plans de crise conjoints est de signer un document ensemble, c'est justement de tomber d'accord sur une décision. Mais en même temps, ce que souhaitent les usagers, ce qu'on retrouve dans la littérature sur ce que préfèrent les usagers, c'est quelque chose justement qui soit contraignant. Et nous, en fait, notre outil, l'outil directive anticipée dont je vais vous parler ensuite, c'est notre idée, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à le rendre contraignant. Euh, Par ailleurs, par rapport à la question de cette personne, dans la loi, on a déjà le choix en fait du lieu de soins. C'est pas respecté par les hôpitaux, mais il y a tout un tas de, si vous voulez, je vous enverrai, parce qu'on nous a souvent posé cette question et on a fait une recherche et on a récupéré tous les textes de loi qui l'écrivent noir sur blanc. C'est très clair en fait qu'on a un libre choix du lieu dans lequel on est hospitalisé, à l'exception de la contrainte au tout début. Mais c'est vraiment dans les premiers temps de la contrainte et le plus rapidement possible, on doit pouvoir rejoindre un lieu. Donc c'est assez clair, hein, c'est dans le code de déontologie aussi, c'est dans un certain nombre de choses. C'est des textes de loi qu'on rappelle dans notre document, nous. D'accord. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de droits qui existent déjà, comme le droit du choix du lieu de soins, mais qui ne sont pas assez connus. C'est utile de les rassembler dans un document. Le partager avec son CMP, et ben, ça va dépendre de la manière dont le CMP est formé et de la manière dont il reçoit les directives et dont il les vit. Et c'est sûr que c'est mieux de former les CMP aux directives avant de leur envoyer des directives. Il y a plus de chances que ça soit entendu si c'est quelque chose qui est fait avec eux, où on peut leur discuter autour des directives. Mais ce n'est pas forcément facile. On va le voir, hein, nous, c'est pour ça qu'on a monté l'étude, parce qu'il y a une asymétrie entre les soignants et les personnes concernées qui fait il y a des rapports de pouvoir qui fait que les soignants peuvent parfois discrédibiliser la parole et la volonté des gens, en fait, des personnes concernées. Merci pour Isabelle. Alors, je vais donc continuer. Voilà. Donc, en France, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Donc, il faut savoir qu'en France, ces outils, actuellement, ils sont tous expérimentaux, c'est-à-dire il n'y a rien dans la loi. Le seul élément qui est dans la loi, c'est les directives anticipées de fin de vie. Les directives anticipées de fin de vie, elles existent depuis 2005 dans la loi et elles ont été rendues contraignantes, un petit peu contraignantes, 10 ans plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent, les directives anticipées en France. Mais pour le moment, elles n'existent pas vraiment en tant que telles dans la loi.
Pour autant, il y a déjà depuis, on le voit depuis à peu près 2014, un certain nombre d'initiatives qui se développent en France. Donc, par exemple, il y a une recherche qui s'appelle le plan souhaité d'organisation des soins. Donc là, pour le coup, c'est un plan de crise conjoint. Ça veut dire que donc ça se passe à Lille et il y a quelques personnes qui ont été incluses à Paris aussi, je crois. Et donc, c'est un plan de crise conjoint. Donc, il est signé par l'équipe de soins et par la personne concernée. Et il y a une psychologue qui aide tout le monde à tomber d'accord un petit peu. Il y a aussi le plan de crise conjoint. Donc ça, c'est aussi une recherche qui est portée par Saint-Étienne. Et c'est aussi un plan de crise conjoint facilité par plutôt les infirmiers psychiatriques. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez trouver sur le site internet du Psycom. Ça s'appelle Mon GPS. C'est le guide prévention et soins en psychiatrie et santé mentale. Donc là, pour le coup, c'est un document que vous pouvez remplir en ligne, même si, parce que donc pour les deux premiers, pour le plan SOS et le plan de crise conjoint, il faut que les services participent et connaissent et un petit peu cette idée dans la tête. Pour mon GPS, d'où que vous soyez en France, vous pouvez télécharger ce document et le remplir. Donc là, c'est plutôt un guide de prévention et ça veut dire que ça permet d'organiser un petit peu qu'est-ce que je peux faire si jamais je commence à me sentir moins bien et anticiper une future crise et grâce à cet outil. Et puis enfin, ce dont je vais vous parler un peu plus, de manière un peu plus poussée, puisque voilà, j'ai réalisé une recherche sur ce sujet, c'est ce qu'on a appelé les directives anticipées incitatives psychiatriques. Donc c'est l'outil en France qui se rapproche le plus des directives anticipées psychiatriques qui existent dans le monde. C'est un projet qu'on a mené avec un collectif d'usagers de la psychiatrie à partir de 2016. Et en fait, on a décidé que juste donner un document ne suffisait pas. Il fallait impliquer des médiateurs de santé, des médiateurs de santé pairs, donc des personnes qui avaient vécu la psychiatrie et les hospitalisations sous contrainte, et que grâce à l'aide de cette personne, de médiateur de santé pair, le document était un document plutôt qui identifiait un certain nombre de champs, donc identifier qu'est-ce que je veux comme traitement, qu'est-ce que je ne veux pas comme traitement, où est-ce que je veux être soignée, par qui je veux être soignée, mais aussi les signes annonciateurs de la crise, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, à quoi il faut penser, comment est-ce que je suis quand je suis en crise, jusqu'à quand est-ce que je peux décider, jusqu'à quand je ne peux pas décider, et puis bien sûr, la personne de confiance. Donc c'est un document qui est très large, qui reprend beaucoup de choses et qui remplit on laisse le choix évidemment de rencontrer un médiateur ou de ne pas rencontrer un médiateur, mais de remplir cet outil. Et donc, c'est cette recherche dont je vais vous parler. Mais pour vous expliquer qu'il y a quand même, c'est quelque chose, c'est une demande de beaucoup de personnes concernées et c'est quelque chose qui se développe au moins sur le plan de la recherche et puis aussi en ligne avec le site internet de Psycom. Donc là, si on doit comparer un petit peu ces quatre dispositifs, les dispositifs principaux qu'il y a en France, de manière générale, ils aident, ils permettent de recueillir les souhaits des personnes et aussi ils aident les professionnels, ils ont pour vocation d'aider les professionnels à prendre des décisions pour les personnes concernées. Et les 4 documents, ils désignent les personnes de confiance, qui est la base, qui devrait être fait en systématique. Ça, c'est inscrit dans la loi pour le coup. Ce n'est pas forcément réalisé, mais c'est inscrit dans la loi. Donc, les 4 documents, ils permettent de désigner une personne de confiance. Ils permettent de réfléchir autour du bien-être. C'est-à-dire que la personne anticipe et c'est une méthode un peu de psychoéducation de se dire finalement, si je dois aller moins bien, qu'est-ce que je pourrais faire moi-même pour aller mieux. Donc, il y a toute une réflexion sur le maintien du bien-être et il y a un certain nombre de consignes pour l'entourage et pour les soignants. Par contre, ce qui est assez différent, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, sur le projet dont je vais vous parler un peu plus en profondeur, c'est le fait qu'il y a eu une participation très importante des usagers
c'est avec les personnes concernées qu'on a construit l'outil, qu'on a choisi le nom de directive anticipée psychiatrique, qui était très important pour le collectif à Marseille, alors qu'il peut faire souvent peur aux professionnels en disant bah, ça évoque quelque chose de morbide. Pour les gens avec qui on a construit ce choix, ça a été vraiment très fort de dire ben, non, c'est la loi et nous, on veut se rattacher à ce système des directives anticipées qui est déjà dans la loi et on veut que cette disposition entre dans la loi française. Donc le protocole a été fait collectivement, enfin bon, il y a eu vraiment une participation très importante et surtout, c'est cet accompagnement à la rédaction, de dire que c'est difficile comme document à remplir tout seul et on n'a pas forcément envie de le remplir, alors qu'en étant aidé par quelqu'un qui lui-même l'a rempli et a compris un petit peu ça et habitué à faciliter, c'est-à-dire à aider la personne à remplir son document sans justement le menacer, sans l'inciter, sans avoir une pression psychologique sur cette personne, et ben, les médiateurs de santé étaient très bien placés pour le faire. Et puis, il y a beaucoup de lois, hein, il y a beaucoup de références au droit, comme je vous le disais, dans notre document. On fait référence à la loi du 4 mars, on fait référence à la personne de confiance, on fait référence sur le choix des professionnels de santé et sur les décisions thérapeutiques. Donc, c'est parce que en fait, les droits existent, mais ne sont pas forcément déjà mobilisés. Donc nous, on pense que c'est très important, enfin, dans tous les dispositifs, on pense qu'il faut aller au maximum vers enfin, pour nous, les médiateurs de santé, le fait qu'ils soient facilitateurs, ça nous permet de s'affranchir un peu de cette asymétrie entre les usagers et les professionnels de santé mentale. Dans l'étude qu'on a menée sur les directives anticipées, on a interrogé énormément de personnes. Il y a eu un volet, ce qu'on appelle qualitatif, c'est-à-dire un sociologue qui allait sur le terrain pour enquêter et qui a échantillonné un certain nombre de choses. Et il a remarqué une asymétrie extrêmement importante entre les usagers et les professionnels de la santé mentale. C'est-à-dire, on s'attendait à ce qu'il y ait cette asymétrie. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes informelles dans les relations entre les usagers et les professionnels de santé mentale. Mais cette asymétrie, elle a encore dépassé ce qu'on imaginait. Donc, on voit que dans cette relation très asymétrique, où il y a beaucoup de contraintes informelles, finalement, ça empêche de pouvoir formaliser ces vraies directives. Il y a un risque d'influence qui est trop fort compte tenu de cette asymétrie. Et c'est quand on lit un peu les articles sur le sujet, on voit que même les soignants s'en rendent compte et se disent, oui, si on fait remplir les directives aux gens, bah, finalement, il y a des risques, on a des risques de les influencer, hein. Donc du coup, ça nous permet d'aller vraiment du côté du sujet de droit et d'être vraiment dans on n'est plus dans la prise de décision substitutive avec quelqu'un qui prend une décision à la place de quelqu'un, mais dans la prise de décision assistée, c'est-à-dire que c'est vraiment on soutient quelqu'un dans la prise de ses propres décisions. Et prendre une décision, c'est très difficile. Dans les composantes de la décision, il y a cette idée de libre choix et d'être influencé par une personne chez quelque chose enfin, voilà, n'est pas propice à prendre une décision et même c'est contradictoire avec la compétence décisionnelle. Comme c'est très fragile, en choisissant des médiateurs de santé, on espère pouvoir accompagner ça au mieux. Et donc à rester dans l'esprit hein, de la Convention des droits des personnes handicapées que j'ai cité en introduction. Il y a aussi le CGLPL, hein, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a souligné l'importance de ces prises de décision et l'importance des directives anticipées dans la prise de décision. Je vois qu'il y a des questions. Vous vouliez faire qu'on prenne quelques questions avant de continuer? Dites-moi. Il y a une question là, il y a une personne dont je ne connais pas le nom qui demande pourquoi le médiateur de santé pair est nécessaire.
Donc, il n'est pas forcément nécessaire, on le verra dans l'étude, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas recouru au médiateur santé-père, qui ont fait sans médiateur de santé-père. Mais on se rend compte que c'est un document qui est assez long et faire des échanges avec des personnes, ça aide aussi déjà à le remplir, tout simplement. Et ça aide aussi à discuter autour de qu'est-ce que ça veut dire en fait tel terme, est-ce que j'ai bien compris tel terme. Et même j'irai plus loin, c'est-à-dire que nous on l'a testé donc au sein du COFOR, hein, c'est un centre de formation au rétablissement qu'on a ouvert à Marseille. Et à l'intérieur du COFOR, les directives anticipées, elles se font à un groupe de 12. Et ce groupe de 12 discute autour de chaque point. En s'échangeant des idées ou en disant ce qu'ils veulent, comme un brainstorming un peu général. Et le fait de discuter de chaque point avec une personne qui elle-même est en train de remplir ses directives, ça aide à mieux comprendre l'esprit des questions et à pouvoir se prononcer pour soi-même. Donc, idéalement, je pense que ça serait la forme idéale, mais peut-être plus difficile à mettre en place qu'une facilitation par un médiateur de santé. Mais pour nous, voilà, ce qui avait été fait dans la littérature jusqu'à maintenant, je vous ai parlé, il y avait des très bons résultats des directives anticipées. C'était toujours un professionnel de santé qui aidait les personnes à le remplir. Donc nous, on a fait un choix différent. On s'est dit, allons plus loin, essayons quelque chose de nouveau. Pourquoi un professionnel de soins alors qu'il y a ces relations tellement asymétriques? Choisissons directement un médiateur pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, en fait. Donc c'était un peu aussi voilà, une interrogation, une hypothèse avant de faire l'étude. Mais une hypothèse qui s'étayait sur voilà, ce que je vous ai présenté en se disant quand même, dans la symétrie relationnelle, c'est compliqué, et puis qui était soutenue par les gens, par les personnes concernées avec lesquelles on travaillait à Marseille et on a fait l'étude un peu préliminaire à cette recherche. Voilà. D'accord, merci. Il y a Monique qui nous pose une question. Que pensez-vous du plan d'action préconisé par Christian Gay il y a quelques années? Alors, je ne connais pas le plan d'action. Elle peut nous en dire plus? Peut-être c'est la même chose en fait. Oui, je crois que c'était à peu près la même chose, mais ça a été un des pionniers dans ce domaine, du moins dans la région parisienne, à ma connaissance. Monique, si tu veux nous donner... Dominique, est-ce que tu peux donner la parole à Monique? Bon, il ne peut pas. En fait, d'après ce que j'en sais, bon, moi personnellement, je m'en suis un peu servi pour remplir mon GPS justement du psychom. Le plan de crise conjoint, en fait, il pose plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Il y a notamment donc avec qui il a été élaboré, mes difficultés ou mes problèmes psychiques. Qu'est-ce qui peut m'amener à une situation qui me dépasse et me mettre en crise? Comment je suis concrètement quand je suis en crise? Donc, mes émotions, mes pensées, mes réactions physiques, tout ça. S'il y a d'autres signes qui apparaissent d'après mon entourage, que pourrais-je concrètement faire pour gérer cette situation difficile? Voilà, c'est tout un... C'est ce que dit Anne, en fait, on décrit les prémices donc, des crises. Et à la fin, on donne des directions anticipées. C'est assez simple parce qu'il n'y a plus qu'à remplir. Et voilà. on prend, mais c'était le tout début. Enfin, moi, j'ai rempli ça. Et après, j'ai vu le GPS. Je trouvais que c'était... J'aimais moins. Et en fait, on prend des personnes de confiance. C'est exactement... Christian Gay était le précurseur, voilà. C'est ça. Donc, moi, je le saurais. Je vais me renseigner, mais ça m'intéresse beaucoup de le savoir. On a communiqué ça comme des fous, dans le site Comme des fous. Ouais. Je peux vous l'envoyer si vous voulez pour votre documentation, mais voilà. Ouais. Je voulais savoir si vous trouviez que c'était obsolète ou pas. Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment cool qu'il y ait eu des initiatives avant, parce qu'on voit que c'était développé depuis longtemps à l'étranger. Et là, moi, j'ai fait la recension à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser en France, des dispositifs qui étaient plutôt montés sur un plan... comme je suis chercheur, j'ai un biais, donc j'ai sélectionné plutôt ceux qui étaient accompagnés avec de la recherche.
Et après, mon GPS, ils ont fait beaucoup de bruit, donc j'ai eu connaissance de ça. Je n'avais pas connaissance de cette initiative, mais c'est vraiment bien que ça ait déjà existé. Donc, pour moi, tous les dispositifs sont intéressants. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y en ait un seul qui écrase les autres. Je pense que chacun va se reconnaître plus dans un dispositif ou dans un autre dispositif. Par exemple, il y a des hôpitaux, jamais ils vont recruter des médiateurs de santé pair. Donc, c'est utopique d'imaginer que le dispositif qu'on a testé, il va être de partout. Et c'est hyper bien que les gens ils puissent choisir, avoir des documents différents. Et vous-même, vous l'avez vécu, puisque vous avez rempli un plan qui vous a plu et un autre qui vous a moins parlé, quoi. Donc, après, ce qui compte, c'est vraiment la philosophie, c'est-à-dire identifier une personne de confiance, vous l'avez dit, identifier un état, voilà, comment je suis à tel moment et voilà, là, je peux plus faire. Et puis, les pistes aussi pour l'entourage. Ça, c'est le corps général qui doit faire les directives anticipées. Après, le reste, je dirais, c'est cosmétique, c'est ce qui va plaire plus à une personne ou à une autre. Nous, par exemple, on est sur une forme qui serait la plus intensive et peut-être mon GPS, la forme la plus légère, la plus light des directives. Mais je pense que tout a intérêt à être… et non, ce n'est pas du tout désuet. Après, ce qu'il y a, c'est aussi l'appropriation des équipes de ces dispositifs-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous en servir ou de les montrer à des professionnels et quelles ont été leurs réactions. Est-ce qu'ils étaient plutôt intéressés ou… Depuis que j'ai rempli ça, effectivement, je suis stable. Alors, bah, vous verrez, nous, c'est ce qu'on observe dans l'étude aussi. et moi, ce qui a été déclencheur, c'est parce qu'au début, Christian Gay nous incite à dire « je suis consciente que j'ai un trouble ». Et moi, je n'avais jamais écrit ça. Et quand j'ai écrit ça, ça m'a beaucoup émue que j'écris « je suis consciente et je me prends en charge ». Ouais, Cette phrase. Ça fait partie du rétablissement, c'est la responsabilité, très important. Non, donc bah, merci pour cet apport. Je continue. Il y avait d'autres questions peut-être encore ou… Il y a encore une question, mais peut-être vous en parlerez peut-être après. La question, c'est peut-on désigner son médecin traitant comme personne de confiance? Oui, on l'a beaucoup vu. En fait, c'est une question… la question de la personne de confiance, c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, en fait, la question la plus difficile des directives, c'est en qui j'ai confiance pour prendre des décisions sur ma santé, et des personnes qui se rendaient compte qu'elles avaient confiance en personne finalement. Parfois, on pose la question à l'envers, qui vous n'avez pas envie qui prennent des décisions pour votre santé? Déjà, parce que c'est des questions plus faciles. On sait, par exemple, si on préfère que ça soit ma mère ou ma tante ou enfin, ça non, mon frère non. Enfin bon, il y a des choses parfois sur lesquelles c'est plus facile de se prononcer en non qu'en oui, quoi. En adhésion, en opposition qu'en adhésion. Donc, c'est pas facile, mais oui, on a vu des personnes de confiance, médecins traitants. Après, c'est mieux que la personne de confiance, elle soit informée qu'elle est personne de confiance et qu'elle l'accepte. Nous, notre document, il est signé par la personne de confiance et la personne concernée, éventuellement le psychiatre ou l'équipe si la personne le souhaite. D'accord, merci. Merci. Alors, je vais continuer. Hop, attendez, pardon, petit problème technique. Voilà. Hop. Alors, donc je vais vous parler maintenant de la recherche qu'on a faite. Donc, à partir de Marseille. Donc, c'était une recherche, on a essayé de viser le plus gros niveau de preuve. Donc, on l'a fait sous la forme d'un essai randomisé contrôlé, donc 2 groupes, ça a été tout bien calibré. Donc, il y avait plusieurs méthodes d'évaluation, donc une méthode qu'on appelle quantitative, donc avec des questionnaires très structurés, et puis une partie qualitative, donc avec le sociologue dont je vous parlais. Les méthodes quantitatives, elles sont très réductionnistes, et quand on travaille avec des sociologues, des anthropologues, ils nous permettent d'explorer un certain nombre de choses. Et il y a beaucoup de conclusions que je vais me permettre de vous dire que je ne me serais pas permise si on avait choisi une approche que par essai randomisé. Donc, qu'est-ce qu'on a comparé? En fait, on a comparé un groupe qui avait accès aux directives anticipées psychiatriques, facilitées donc par un père aidant. Donc, on remettait à la personne un document et on lui proposait de rencontrer
un médiateur de santé pair, une personne concernée. Et on a comparé ça à des personnes qui avaient juste un suivi habituel. On leur parlait des directives et vous verrez, il y en a un certain nombre qui ont fait leurs directives quand même. C'est-à-dire que le fait de parler des directives à des personnes, vous-même vous en avez parlé, il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont passé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui existe et que les directives anticipées de fin de vie, c'est un simple papier. Donc là, c'est pareil, il y a un certain nombre de personnes dans le groupe contrôle qui ont fait leurs directives d'elles-mêmes, sans le papier et sans le père aidant. On avait décidé d'évaluer le pourcentage de personnes hospitalisées sous contrainte. On avait vu que dans la littérature internationale scientifique, on voyait que les directives, elles étaient efficaces sur l'hospitalisation sous contrainte, et c'est quelque chose qui est vraiment, compte tenu du traumatisme de l'hospitalisation sous contrainte, nous, c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Mais on a aussi mesuré l'alliance thérapeutique et un certain nombre d'indicateurs, évidemment, de santé mentale. On a choisi des échelles de rétablissement, d'empowerment et de symptômes perçus. Et donc, dans l'étude, il y avait un entretien tous les 6 mois. Il y avait 3 entretiens, un entretien au début à l'inclusion, 6 mois après et 12 mois après pour toutes les personnes qui étaient dans l'étude. Et on avait en parallèle recueilli des données par le système des hôpitaux, le système qui enregistre toutes les hospitalisations sous contrainte. Donc, les personnes, elles rentraient dans l'étude, elles signaient un consentement éclairé, bien sûr, et elles étaient ensuite randomisées. Donc, les gens sur lesquels on s'est penché, comme dans toutes les études cliniques, on avait des critères assez réduits d'inclusion. C'est comme ça que ça marche dans les études cliniques. Donc, pour le diagnostic, on s'est intéressé à un groupe qui est le groupe qui est le plus souvent hospitalisé sous contrainte. Plus de la moitié des hospitalisations sous contrainte en France concernent des personnes qui ont un diagnostic soit de schizophrénie, soit de troubles bipolaires, et c'est surtout les bipolaires de type 1 qui sont hospitalisés sans leur consentement, et les troubles schizoaffectifs. Il fallait que les personnes aient été hospitalisées sous contrainte au moins une fois les 12 derniers mois. Pareil, on a sélectionné les personnes qui sont le plus à risque de réhospitalisation. On a évalué la capacité décisionnelle des personnes, puisque quand elles rentraient dans l'étude, il fallait qu'elles soient en capacité de consentir déjà à l'étude, c'est quand même quelque chose d'éthique et normal, mais aussi de pouvoir remplir leurs directives. On a pris les personnes qui étaient sous curatelle renforcée, mais le comité d'éthique nous a interdit d'inclure des personnes sous tutelle. Donc cet essai randomisé, il s'est déroulé sur 3 villes, Paris, Lyon et Marseille, mais à l'intérieur de ces 3 villes, il y a 7 hôpitaux psychiatriques différents qui ont participé. Pour nous, c'était intéressant et important d'avoir une grande variété d'hôpitaux psychiatriques et une grande variété de psychiatres. On a pris 40 psychiatres de tout type d'horizons. On a des psychiatres, autant d'équipes de réhab que des psychothérapies institutionnelles, que c'était très, très divers. Et il y avait 3 équipes de recherche et l'étude a duré entre 2019 et 2021. Donc, il y a 394 personnes qui ont participé. Elles ont été randomisées dans 2 groupes. Le groupe directive anticipée, il y a eu une personne qui a retiré son consentement, il n'y a pas eu de décès. Et puis, un groupe témoin avec 198 personnes. 2 personnes ont retiré leur consentement, une personne est décédée. Et parmi les personnes, il y en a, on en a retrouvé un certain nombre pour répondre à l'entretien de fin. Donc, vous voyez, un peu moins de 70% à cause du Covid. Et heureusement que notre critère principal, c'est-à-dire les hospitalisations sous contrainte, on a pu recueillir 100% de données pour chacun de ces bras. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer un petit peu qu'on a réussi à avoir une bonne qualité de notre essai. Donc, qui a participé à cette étude? Donc, les groupes étaient à peu près les mêmes. Grossièrement, on était avec des personnes plutôt célibataires, plutôt des hommes. Bon, on a redressé après sur le critère masculin, par exemple. Il y avait à peu près environ 45% de personnes avec des schizophrénies, environ 35% de personnes avec des troubles bipolaires de type 1 et environ 20% de personnes avec troubles schizoaffectifs. Surtout, ce qui est important dans cette étude, c'est qu'on a eu d'excellents résultats. On avait dans le groupe contrôle presque 40% de personnes qui ont été hospitalisées au moins une fois sous contrainte dans l'année, ce qui est énorme au passage, c'est très, 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 très fort. Mais dans le groupe qui avait passé les directives anticipées,
finalement, on a eu 27%, donc une réduction très importante. Donc vous voyez ici la taille de l'effet et toutes les analyses statistiques qu'on a fait qui sont solides et qui montrent que cette diminution était vraiment significative. On voit que sur le nombre d'hospitalisations en psychiatrie, entre le groupe témoin et le groupe directive anticipée, la moyenne est à peu près et un peu plus importante dans le groupe contrôle, c'est-à-dire les personnes qui ont eu les directives anticipées ont été un petit peu moins hospitalisées, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est significatif. Donc ça veut dire que c'est très significatif sur le nombre d'hospitalisations sous contrainte, un peu moins significatif, enfin, pas non significatif sur le nombre d'hospitalisations en psychiatrie. Donc les personnes avaient plus tendance, quand elles avaient besoin d'une hospitalisation, à être hospitalisées de manière libre. Et on a eu aussi des effets très importants hein, sur le rétablissement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu des statistiques, mais une taille d'effet à 0,44, c'est vraiment un gros effet. Donc, en fait, on se rend compte que les personnes dans le groupe directive anticipée, elles ont eu un score de rétablissement qui s'est beaucoup amélioré. Elles ont eu un score d'empowerment qui s'est beaucoup amélioré et elles ont eu des symptômes qui sont devenus plus bas. Donc, c'est des résultats qui nous ont étonnés par leur amplitude. Et c'est une étude qu'on a pu publier donc il y a quelques mois dans le JAMA Psychiatry, qui est une grosse revue de psychiatrie, où on a pu faire état de ces très bons résultats, puisque comparé avec les études qui avaient été faites jusqu'à maintenant, on avait des résultats beaucoup plus importants. Alors, on présume que c'est parce que la facilitation, au lieu d'avoir été faite par un soignant, elle a été faite par un père aidant. Voilà, il y a aussi probablement l'effet, vous voyez qu'il y a quasiment 40% qui est réhospitalisé, donc peut-être dans les autres pays, il y avait un taux de départ qui était peut-être moins important, hein. C'est des pays qui étaient beaucoup plus désinstitutionnalisés, mais donc on voit un peu cet effet à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez qu'on peut-être discute un petit peu Alors oui, il y a Vincent qui vient de lire le GPS d'un proche où figure ne pas être contentionné. Alors j'ai toujours hésité si on dit contentionné ou contenu, je sais pas. Bon, est-il possible de faire respecter cette volonté en tant que personne de confiance? J'espère. Oui, il y a des personnes qui demandent à carrément ne pas être hospitalisées du tout, hein. Théoriquement, la contention, ça devrait même être. Il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas du tout de contention déjà. Donc, ça fait partie des traitements, des contraintes les plus impressionnantes. Oui, bien sûr que c'est possible de ne pas être contentionné et c'est possible de faire respecter cette volonté. D'accord, C'est merci. quelque chose qui revient souvent. À l'inverse, ce qui avait assez choqué, je me rappelle avoir discuté avec un vieux psychiatre qui était très opposé à l'idée des directives anticipées, parce qu'il était allé au Canada et qu'il avait vu une personne qui préférait être contentionnée que recevoir des médicaments, qui ne souhaitait en aucun cas recevoir de médicaments, et qui disait si je suis en crise, je veux être contentionné, je préfère hurler et beugler et tout ça, et que vous me contentionnez. Et pour lui, ça, c'était impossible en fait. Donc après, c'est vraiment l'application de ces directives. Je pense que ça devrait être... voilà, on devrait respecter, il ne peut pas y avoir de consentement s'il n'y a pas de refus, donc on devrait pouvoir refuser, y compris en plus, la contention, c'est un traitement qui est considéré comme vraiment très violent et il devrait être carrément interdit, hein. Enfin, sauf si c'est souhaité par les personnes, pas plus, comme dans l'exemple que je donnais. Il y a une autre question de Vincent. Comment mesurez-vous l'empowerment? Alors, l'empowerment, nous, on le mesure avec une échelle qui s'appelle l'Empowerment Scale, qui est une échelle qui est validée. Donc, on est en train de travailler actuellement sur l'empowerment et la mesure de l'empowerment, puisque c'est des concepts qui sont difficiles à
à évaluer. Et là, on est en train de travailler sur une mesure, parce que la mesure qu'on a utilisée là, on la trouve quand même pas terrible. Mais il y a des échelles validées. Hein. C'est des échelles, on n'utilise pas n'importe quelles échelles, on utilise des échelles qui ont subi beaucoup de manipulations mathématiques pour montrer qu'elles évaluent bien tel concept et qu'elles sont fiables. Donc, on a fait très attention et c'est pour ça qu'on a une publication dans une bonne revue. C'est parce qu'aussi, on a choisi un certain nombre de choses qui sont bien. J'ai vu que vous disiez que la contention, ça se pratique encore. Oui, c'est vrai, malheureusement, ça se pratique encore. Il y a beaucoup d'endroits où ça ne se pratique plus. Et je pense qu'il faut le savoir, quoi. Les pratiques de contrainte sont extrêmement différentes en fonction des pays. J'ai essayé d'en parler un peu tout à l'heure avec tous ces pays européens qui pratiquent la contrainte de manière très différente. C'est pas normal qu'il y ait certains endroits qui puissent se passer totalement de contrainte, de contention, et d'autres qui continuent à la pratiquer. Enfin, La grande excuse, c'est le manque de personnel qui est mis en avant absolument voilà. dans tous les hôpitaux actuellement, dans tous les hôpitaux tout court d'ailleurs. Voilà, Ouais. manque de personnel, donc on ne peut pas faire autrement, donc on fait comme ça. Bon. Ben, ça résiste pas à la comparaison avec les autres pays européens, quoi. Ça, c'est certain. Il y a vraiment un problème de pratique qui est évident. Et puis aussi un manque de prise de conscience de la part des soignants du mal en fait, qui est fait à ce niveau-là, et du caractère profondément traumatique de ce type de pratique. Bon, j'espère qu'on va avancer à ce sujet, mais voilà. En pratique, pour mesurer l'empowerment, par exemple, quelles questions posez-vous? Vous pouvez nous donner un exemple? Pour mesurer l'empowerment, on demande aux personnes quel est leur rapport un peu à l'ordre établi aussi, quel est le type de prise de décision qu'elles souhaitent. On leur demande est-ce qu'elles considèrent que c'est normal de se mettre en colère, par exemple. C'est-à-dire il y a tout un item de l'ordre de la juste colère. On leur demande, il y a des choses qui sont liées un peu à l'autostigmatisation et puis des choses qui sont liées à l'estime de soi. Puisque finalement, quand on a un empowerment fort, on a plus l'estime de soi, elle est meilleure. Donc, il y a oui, des choses sur le fait d'internaliser l'ordre établi, des choses comme ça. C'est assez compliqué hein, à mesurer l'empowerment, mais si vous voulez, je vous enverrai les échelles qu'on utilise. Oui. Ça vous Parce que intéresse. ça reste assez flou, j'imagine, pour tout le monde de se dire mais comment on fait pour évaluer ça, quoi. Ouais, oui, oui. Ouais, il y Merci. a l'appropriation du pouvoir. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai le droit finalement de prendre des décisions sur ma propre santé ou pas, un certain nombre de choses comme ça, se sentir puissant ou impuissant dans des situations de la vie. Merci. Je vous adresserai les outils et si ça vous intéresse, comme on est en train de travailler avec une doctorante qui est personne concernée elle-même et qui travaille sur l'empowerment, et on développe un questionnaire. Si ça vous intéresse, je vous enverrai c'est une étude en fait pour pouvoir justement mieux comprendre ces phénomènes d'empowerment. Et voilà, si ça vous intéresse, ça serait vraiment chouette pour nous aider à faire avancer cette question. Merci. Je me permets une question, peut-être, parce qu'en fait, peut-être que tout le monde ne connaît pas la définition, mais est-ce que vous pourriez rapidement définir empowerment? Oui, bah c'est la capacité à avoir du pouvoir d'agir, c'est l'empouvoirment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au pouvoir et au pouvoir d'agir, avec l'idée que souvent les soins vont générer un sentiment plutôt de soumission et d'enlever du pouvoir d'agir et une impression de ne pas pouvoir agir. Et à l'inverse, le processus d'empowerment serait cette récupération du pouvoir et cette capacité à reprendre du pouvoir sur sa propre vie et une capacité d'action. D'accord. Merci. C'est vraiment une notion importante qui devrait guider les politiques publiques actuellement, parce que c'est ça qui manque le plus. Voilà. Merci. Alors, je vais terminer ma présentation. Voilà. Donc nous, je vais vous présenter juste quelques données sur le processus des directives. Donc on a eu des résultats, ça a très bien marché.
Mais finalement, au-delà de ces résultats très bruts, hein, quand on regarde les résultats, ça marche, super. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ces directives? Ces directives, c'est beaucoup de choses différentes. Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Dans notre étude, combien de personnes ont rempli leurs directives? Elles n'étaient pas obligées de les remplir. Une fois qu'on a donné un document à quelqu'un, est-ce qu'il va les remplir ou pas? Par exemple, pour la fin de vie, on a beau parler avec des personnes, on leur dit allons-y, remplissez vos directives de fin de vie. Dans la population générale, tout le monde peut le faire, mais il y a à peu près 5% des personnes qui le font. Donc nous, dans notre étude, à partir du moment où on a donné ce papier aux personnes, combien de personnes ont rempli? Qui les a remplis, qui ne les a pas remplis? C'était intéressant pour nous de le savoir. Est-ce que tout le monde a rencontré des pères aidants ou pas? Donc, qui a décidé de rencontrer les pères aidants, qui n'a pas décidé de rencontrer les pères aidants? Est-ce que ceux qui ont rencontré les pères aidants, ça a été mieux, il y a eu des meilleurs résultats? Ensuite, il ne suffit pas de remplir ces directives plus ou moins en étant aidé. Il faut aussi savoir s'il y a des personnes qui s'en sont servies, c'est-à-dire qui ont eu besoin d'utiliser leurs documents ou pas. Et puis, quand ces personnes sont servies du document, est-ce que les instructions qu'ils ont marquées sur le document ont été suivies ou pas? Donc, c'était un certain nombre de questions pour rentrer un peu plus loin dans ça marche pas. Enfin, une fois qu'on sait que ça marche, comment est-ce que ça marche et qui l'a fait? Donc, de manière générale, ceux qui ont complété, donc on va appeler les compléteurs, ceux qui ont complété leur directive anticipée, par rapport à ceux qui ne les ont pas complétées, on se rend compte que c'est des personnes qui avaient un niveau d'éducation supérieur, c'est-à-dire que les personnes à qui on a juste remis le document pouvaient avoir plus de difficultés à le remplir et peut-être avoir plus peur de l'écrit ou de cet exercice assez exigeant, parce que c'est vraiment un exercice exigeant, ça ne se fait pas forcément en une seule fois, ça peut prendre 10 fois, c'est pas facile de le faire. Mais donc voilà, si on compare les populations des personnes qui les ont remplies ou pas, on se rend compte surtout que c'est le niveau d'éducation et que c'est un outil qui va plus parler à des personnes qui ont un niveau d'études supérieur. On a demandé aux personnes, ceux qui n'ont pas rempli leur directive, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas rempli leur directive, celles qui étaient dans le groupe expérimental. Il y en a quand même beaucoup, hein, il y en a 148 qui n'ont pas rempli leur directive anticipée. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ne l'ont pas fait? Donc, un certain nombre, elles ont dit qu'elles n'en avaient pas besoin, pas le temps, pas d'humeur, de considérer qu'il y a d'autres problèmes qui étaient plus importants. Et puis, beaucoup de personnes qui n'ont plus envie de penser à la crise, parce que pour cet exercice, il est très difficile pour ça. Il est difficile parce qu'en fait, il faut se rappeler de la crise d'avant, voire de la crise d'avant, d'événements qui sont très traumatiques. Et pour les personnes concernées, c'est quand même vraiment quelque chose de difficile. Donc, voilà, c'est pas un exercice facile. Il y a des personnes qui veulent plus du tout en entendre parler. Il y a des personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas assez informées, qu'elles n'étaient pas assez stables, des personnes qui pensaient qu'elles n'avaient pas besoin de ça pour ne pas retourner à l'hôpital, des personnes qui ratent les rendez-vous, qui perdent le contact ou qui déménagent, des personnes qui sont un peu encore dans l'incertitude, des personnes qui pensent que finalement ça ne sert à rien, qu'il y a un dossier médical, c'est bon. D'autres personnes qui, au contraire, trouvaient que les directives anticipées n'étaient pas contraignantes, celles qu'on proposait, et donc du coup, qui préféraient ne pas les faire plutôt qu'être déçues si jamais leur directive n'était pas appliquée. Et puis, quand même, des personnes qui ont eu des médecins qui ont essayé de les dissuader. Il y a eu une opposition quand même du corps médical assez importante. Donc ensuite, par rapport à ceux qui ont complété leur directive, dans le groupe des gens qui avaient complété le document, on s'est intéressé à ceux qui ont rencontré un père aidant. Donc pas tout le monde, hein, on voit qu'il y a 85 personnes qui ont complété les directives avec un père aidant, et il y en a 34 qui les ont complétées sans père aidant. Donc on voit que ce qui change, c'est que les personnes qui ont décidé de rencontrer des pères aidants, elles sont plus jeunes. Elles sont aussi... Oups. Il y a moins d'étrangers et elles sont plus souvent célibataires. Non, elles sont plus souvent, moins souvent célibataires. C'est ça. Et donc, du coup, on voit que les personnes qui ont rencontré les pères aidants, elles ont un score de rétablissement à l'issue du projet qui est supérieur. Donc, on pense que cet effet-là, il est... on a vu, il y avait un très fort effet déjà des directives sur le rétablissement, mais à l'intérieur de cet effet, il y a l'effet du remplir le document
Et l'effet du père aidant, il est probablement abordé ici, puisqu'on voit une différence significative entre dans le rétablissement des personnes qui ont rencontré ou pas un père aidant. Ensuite, on s'est intéressé à l'utilisation des directives. Donc, une fois que les directives ont été remplies, avec ou sans un père aidant, est-ce qu'elles ont été utilisées? Il y a seulement dans notre étude 34 personnes qui ont utilisé leurs directives au bout de 12 mois. Donc, ça fait que 28% des compléteurs. Donc, en fait, on trouve que c'est finalement un bon résultat. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est intéressant de savoir que quand les personnes font leurs directives, la plupart du temps, elles n'ont pas à s'en servir. Et on le voit puisqu'il y a eu un taux important de diminution, mais on le voit aussi dans le COFOR et dans d'autres endroits sur lesquels on suit les directives anticipées. Mais le fait de faire cet exercice en soi, c'est vraiment, ça permet à la personne de se mobiliser. Et c'est pas tellement, alors qu'on se focalisait beaucoup sur l'utilisation, qui c'est qui va respecter, pas respecter, et on s'est beaucoup axé sur l'hôpital en se disant comment l'hôpital va-t-il recevoir ces directives, et on a essayé comme ça de sensibiliser les urgences, alors qu'en fait, dans l'ensemble de tous les sites des 7 hôpitaux, il n'y a que 6 personnes qui ont été à l'hôpital avec leurs directives. Donc finalement, les personnes qui les ont utilisées, elles les ont utilisées avec leur psychiatre ou avec leur famille et leurs amis, et très peu en urgence. Parmi les 34 personnes, il y a 80% à peu près de directives qui ont été respectées, mais ça ne s'est pas du tout passé de la même manière en fonction des villes. Et il y a certains sites qui ont beaucoup plus eu une politique institutionnelle, c'est-à-dire vraiment, ils ont formé leurs services. Et là, quand même, dans le respect des directives, ça s'est vu énormément par rapport au respect des directives. Donc, on se rend compte que les personnes qui ont utilisé leurs directives et celles qui n'ont pas utilisé leurs directives, il y a beaucoup de personnes, la grande différence, elle est sur la nationalité autre que française, puisque les personnes étrangères, elles ont des difficultés à faire valoir leurs droits la plupart du temps. Et la différence entre les personnes utilisatrices et non utilisatrices, elle est surtout sur les symptômes. En fait, les gens qui ont utilisé leurs directives avaient plus de symptômes, et c'est assez logique puisqu'on utilise les directives quand on est plutôt en crise. Donc, voilà. Pour vous dire que l'importance des sites, c'est-à-dire, là j'ai regroupé par site, c'est-à-dire par ville, mais c'est encore plus significatif, mais je ne voulais pas trop identifier les différents lieux pour ne pas les stigmatiser entre guillemets. Mais en fait, en fonction des villes et des hôpitaux, le taux de directives anticipées complétées, le taux de directives qui ont été facilitées par des pères aidants, donc où il y a eu la rencontre avec le père aidant, le taux d'utilisation des directives et surtout le taux de respect des directives en cas d'utilisation était vraiment extrêmement différent. Donc la sensibilisation vraiment des services et la sensibilisation, ça rejoint vraiment une question qui était posée. Donc là, on le voit en chiffres, qu'en fonction de la manière dont les services sont sensibilisés, dont les équipes reçoivent les directives, elles vont plus ou moins pousser les personnes à les faire, elles vont plus ou moins porter leur utilisation, et elles vont surtout, après, plus ou moins respecter leur application. Donc, nous, on a créé ce dispositif de directive anticipée. Les équipes n'étaient pas du tout formées avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment juste... on était sur 7 hôpitaux différents, 40 psychiatres. Les psychiatres n'étaient pas formés aux directives anticipées. Les hôpitaux n'étaient pas formés aux directives anticipées. C'était une manière de voir si on pouvait mettre en œuvre quelque chose très rapidement. Et on voit, ça marche. Ça marche, mais il y a quand même une réserve ici. C'est-à-dire que ça marche de partout, et on pourrait demain décider de mettre des pères aidants indépendants dans les hôpitaux, et qu'ils puissent voir toutes les personnes concernées et faire des directives anticipées à toutes les personnes qui viennent d'être hospitalisées sous contrainte. Ça ferait probablement baisser considérablement les hospitalisations sous contrainte. Pour autant, si les services ne sont pas formés, eh bien, il y aura un soutien moins important, moins de personnes qui rempliront leurs directives, moins de personnes qui utiliseront leurs directives, et moins de respect des directives.
Bon, tout ça, ça rejoint les soins orientés vers le rétablissement, c'est-à-dire que les sites qui ont le plus soutenu les directives sont ceux qui sont orientés vers le rétablissement. C'est absolument logique, puisque la participation active de la personne, l'autodétermination, le soutien du pouvoir d'agir et cette espèce de relation qui change, c'est-à-dire passer d'une relation très verticale à une relation vraiment de type plutôt partenarial, ça fait partie des soins orientés vers le rétablissement. Et donc, du coup, plus les services vont être orientés vers le rétablissement et plus on a des chances que les directives fonctionnent. Donc, par rapport à cette analyse des processus, ce qu'on voit, c'est que c'est plus le fait de renseigner ces directives, c'est plus le fait de remplir ces directives qui va être actif. C'est le changement de posture que ça va intégrer chez la personne, c'est-à-dire ça va la rendre actrice de sa propre prise en charge, puisque finalement, quand on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place soi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place en dehors du système de soins. Et donc, c'est plus le fait de renseigner ça qui va agir que le fait d'utiliser, et c'est la posture et le changement de posture que ça va impliquer, la manière, ça va transformer les personnes plus que ça va transformer les services. C'est ce qu'on a vu un peu dans l'étude qualitative. On s'est rendu compte que les médecins, ils restaient un peu sceptiques par rapport à la capacité des personnes de s'autogérer, alors qu'en fait, les personnes, elles avaient changé de posture de par la réalisation de ce truc-là. Et puis l'engagement, ce que je vous disais, la formation au rétablissement, c'est important pour améliorer les choses. Si on revient un petit peu sur nos conclusions par rapport à la perspective internationale, c'est-à-dire que bon, notre étude, je vous rajoute un petit résultat qui n'est pas encore publié, mais dont je vais vous parler. On a réalisé une analyse médico-économique et on s'est rendu compte que non seulement, donc on l'a montré, les directives anticipées sont plus efficaces, mais en plus, elles sont moins chères. Elles constituent, dans tous les cas de figure, dans 100% de toutes les simulations qu'on a fait, les directives anticipées, le fait de faire ce dispositif, de payer des médiateurs, est moins cher pour la société que les hospitalisations sous contrainte actuelles. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui va générer une réflexion au niveau des politiques publiques et j'espère qu'on aura bientôt en France des choses assez de mise en œuvre un peu plus larges qu'aujourd'hui, tous ces projets qui sont expérimentaux mais auxquels n'ont pas accès la majorité des personnes en France. Et donc, on peut se demander par rapport à cette mise en œuvre, aux pays qui l'ont mis en place en tant que politique publique, quels sont un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Et en fait, ce que nous disent ces études internationales qui ont comparé qu'est-ce qui se passe au niveau des autres pays, ils nous montrent que finalement, ces professionnels, ils disent « Ah, c'est bien, c'est intéressant, c'est positif », sauf qu'en réalité, ils adhèrent assez peu finalement à ce type. Et que finalement, l'obstacle, c'est la conception paternaliste et on rejoint les obstacles et l'importance de former les médecins au rétablissement et à des conceptions, à modifier ces conceptions paternalistes de la relation de soins. Donc, c'est des obstacles qui existent et qui sont des obstacles classiques. Et d'autres obstacles sont identifiés, c'est-à-dire que le fait que les médecins sont ambivalents par rapport à la planification des soins, qu'ils ont un gros obstacle aussi, c'est le fait de dire finalement c'est déjà ce qu'on fait, c'est déjà ce que je fais, j'ai pas besoin d'avoir un document, je n'ai pas besoin d'avoir un système, je n'ai pas besoin de signer un document, c'est déjà quelque chose que je fais habituellement. En fait, c'est pas voilà. Des fois, c'est un obstacle encore pire puisque les personnes ne vont finalement pas faire les choses et ce qu'elles ont l'impression qui est identique, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et puis, le fait de se préoccuper de la pertinence clinique des choix des personnes concernées. Alors ça, c'est quelque chose qui revient dans toutes les interrogations des professionnels. Le fait de dire, oui, mais finalement, ils vont prendre des mauvaises décisions, leurs choix ne vont pas être cohérents, ils vont demander n'importe quoi. Et en fait, quand on analyse ça, on voit, il y a des revues de la littérature qui ont travaillé là-dessus et qui montrent que les choses ne sont pas du tout absurde et que c'est cohérent, que c'est pertinent cliniquement. Et donc ça, c'est vraiment une idée reçue.
de beaucoup de professionnels, comme l'idée de l'impossibilité de réaliser certains souhaits, de se faire des idées que les personnes elles vont demander des choses complètement folles. Et en fait, la plupart du temps, c'est au contraire très bien, très, très fin, très bien, très bien rédigé et ça s'ancre sur des, des expériences et on sait pourquoi est-ce qu'on veut absolument pas, par exemple, être contentionné. Ben, c'est parce que c'est trop traumatique, on ne veut pas être contentionné. Et on a raison de dire qu'on ne veut pas être contentionné quand on a été traumatisé par tout court ou, et encore plus quand on a été retraumatisé par la contention. Il y a 2 revues de la littérature qui viennent de paraître là coup sur coup, une revue de la littérature de Gaillard et Brown, en 2022 sur, le point de vue des personnes concernées, dans le monde, par rapport aux directives et ça montre un très fort intérêt, hein, des personnes concernées. Alors pas partout puisque, en Inde, on a vu, c'est un des seuls pays asiatiques où il y a, des directives anticipées, qui sont instituées sous forme d'une politique publique. Mais il y a une étude où il y a, une seule personne sur presque 40 qui émet, l'idée des directives. Mais la plupart du temps, dans, les pays de culture, plus proches de la nôtre, il y a beaucoup d'études où il y a un intérêt global pour ça. Et nous, dans notre étude, on n'a eu aucun problème à recruter des personnes. Et même dans le groupe témoin, il y a 7% de personnes qui ont passé leur directive alors qu'elles étaient dans le groupe témoin. Et donc, c'était difficile pour elles de pouvoir accéder à des directives anticipées. Il y a une satisfaction qui est élevée. Hein, la plupart des études, la plupart des participants qui ont eu des directives recommanderaient les directives anticipées après les avoir réalisées. Les usagers, ils disent aussi que c'est important d'impliquer l'entourage, que c'est bien d'avoir un tiers extérieur. Donc, on disait pourquoi un facilitateur. Et là, on voit que dans les différents résultats de recherche, les gens qui ont testé ces dispositifs disent que c'est intéressant d'avoir un tiers extérieur. Et puis, il y a une préférence pour les directives contraignantes, c'est-à-dire qu'en se plaçant sous l'aspect du droit et sur le fait de décider pour soi-même, il y a une adhésion dans beaucoup de pays pour des directives contraignantes qui obligent les médecins à réaliser ce qui est écrit sur les documents. Quasiment tous les usagers aussi pensent que le fait de modifier ces directives, ça c'est une autre question, hein. Comment est-ce que je modifie mes directives? Une fois que les directives, est-ce qu'elles sont gravées dans le marbre? Eh bien non, elles ne sont pas gravées dans le marbre, mais jusque quand je peux les réévaluer? Et donc, la plupart des usagers pensent que c'est normal que la modification de ces directives soit liée à une évaluation de compétences décisionnelles. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas la changer comme ça à tout moment. Mais quand on analyse ce qui se passe dans la fin de vie, c'est vrai que par rapport au respect des directives et aux négociations qu'il y a, c'est vrai qu'il y a toujours une marge de manœuvre qui reste possible. Et les personnes, c'est pas on-off hein, non plus le consentement. On le sait que il y a des fluctuations très rapides, qu'on peut quand même... enfin voilà. Donc, toute cette question de la modification des directives, c'est pas très simple, hein. Et puis, les usagers préfèrent aussi que le document soit conservé par les professionnels plutôt que par l'entourage. Donc, nous, à Marseille, on a travaillé sur une solution pour conserver les directives dans le dossier informatisé. Aujourd'hui, les directives anticipées de fin de vie sont accessibles dans le dossier de chacun. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mon patient. Enfin bon, je ne sais plus. Mais bon, il y a les directives anticipées de fin de vie là-dedans. Donc, est-ce qu'on lutte pour rajouter des directives anticipées psychiatriques aux côtés de ces directives-là? Je ne sais pas trop, j'en sais rien. C'est quelque chose, une question que je vous pose. Et voilà, avec aussi peut-être la peur d'être stigmatisé si quelqu'un accède à mon dossier et peut voir des directives anticipées psychiatriques. Est-ce que j'ai forcément envie de dire à tout le monde que j'ai des directives anticipées psychiatriques? Voilà, donc ça pose énormément de questions. Est-ce qu'il faut créer un autre moyen de conservation électronique? Mais alors, il nécessiterait que ça soit suffisamment sécurisé parce que voilà, c'est des données quand même qui sont très sensibles. Donc voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent encore et qui vont de toute façon, on est sur un sujet qui est assez récent.
dans son intérêt et donc on va probablement faire beaucoup de recherches là-dessus dans les années qui viennent, puisque espérons que ces dispositifs se développent et on aura toutes ces questions à poser et toutes ces questions à développer au fur et à mesure. Donc, je crois que je suis pas loin d'avoir terminé. Dans les messages que je voulais vous transmettre, il y avait le fait que les directives anticipées, donc quelles qu'elles soient, c'est montrer qu'elles réduisent la contrainte. C'est les outils les plus efficaces partout dans le monde. Il y en a un certain nombre et nous aussi en France, on montre que les directives anticipées réduisent les hospitalisations sous contrainte, augmentent l'empowerment et le rétablissement des personnes concernées. Il y a plusieurs outils qui se développent en France, donc les directives anticipées que je vous ai présentées et qui est le seul pour le moment qui est évalué, mais les autres ont aussi des recherches mais n'ont pas encore publié leurs résultats. Il y a le plan SOS, mon GPS et les plans de crise conjoints. Donc tous ces outils, on a parlé aussi de plans de crise de M. Gay tout à l'heure. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui se développent. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important qu'il y en ait plusieurs. Et puis, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que c'était intéressant, cette facilitation par les pairs aidants, parce qu'il y avait moins d'asymétrie dans la relation et que ça favorisait le changement de posture. Et notre hypothèse, c'est que ça favorise l'empowerment. Et puis que l'engagement des services de soins, ça améliore quand même le processus. Et donc, on a besoin de former tous ces services au rétablissement pour améliorer le processus qui est lié aux directives et qui est assez complexe, comme on vient d'en parler. Et puis, pour vous dire qu'on organise une journée, donc Argos fait partie aussi de cette organisation-là, une journée d'études le 16 novembre 2022 sur les mesures d'anticipation en psychiatrie. Donc, c'est avec les 4 dont je vous ai parlé, hein, directive anticipée, plan SOS, plan de crise conjoint, mon GPS. Et donc, on organise cette journée. Donc, je crois qu'il n'y a plus de place au ministère de la Santé, mais on peut s'inscrire en ligne, il y a une billetterie, donc je vous ai mis le lien sur WizEvent et le 16 novembre, ça sera, voilà, il y a autant de personnes qui peuvent assister, donc ça va durer toute la journée et on va parler un petit peu de toutes ces directives anticipées et voilà. Donc si ça vous intéresse, on pourra aussi poursuivre la réflexion le 16 novembre. Voilà, donc moi j'avais terminé ma présentation, j'étais peut-être un peu vite. Merci, docteur. Je rebondis. Il y a Julien qui nous dit que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur un hôpital psychiatrique qu'il connaît met en avant le fait d'une absence de procédure. Donc, sa question, c'est, au-delà du manque de personnel, comment peuvent être prises en compte les directives anticipées dans un système qui manque de procédure? Oui, alors on travaille beaucoup avec le CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui aime beaucoup notre dispositif. Ils nous ont reçus, ils l'ont marqué dans leur rapport qu'il faudrait mettre en place ces directives anticipées. Et justement, pour nous, c'est une procédure, en fait, directive anticipée. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre de comprendre comment peuvent être prises en compte des directives anticipées dans un système qui prend de procédures. Est-ce que c'est, vous voulez dire, dans la façon de recevoir les directives, c'est ça? Dans la façon dont les hôpitaux... donc là, on parle de la réception hospitalière, c'est-à-dire quand une personne arrive aux urgences, c'est ça? Je pense que c'est plutôt pour faire le lien entre justement comment on reçoit. Est-ce qu'il y a une procédure quand ils arrivent? Est-ce que c'est obligatoire qu'ils en tiennent compte? Voilà. C'est ça en main, etc. Je pense que c'est en pratique. Oui, Parce oui. que c'est souvent là que ça coince, je pense. Oui, alors, oui, voilà, par exemple, sur alors, si on peut parler, par exemple, vous voyez, sur la personne de confiance. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi, la personne de confiance. Donc, ça devrait être systématique. Il devrait y avoir une procédure. Vous rentrez à l'hôpital, on vous demande votre personne de confiance et c'est quelque chose qui devrait être fait de manière systématique. Ce n'est pas fait dans les hôpitaux psychiatriques. Mais c'est Aujourd'hui, fait dans les autres hôpitaux, ça. C'est c'est dans obligatoire. les hôpitaux généralistes, mais pas très souvent dans les hôpitaux psychiatriques, hein. Malheureusement, c'est pas assez procéduralisé. Sur ce que nous dit le CGLPL, c'est il faut agir au niveau de la loi. C'est-à-dire il faut transformer la loi
pour que les directives anticipées rentrent dans la loi. Quand elles seront dans la loi, les hôpitaux seront obligés de les appliquer. Donc un peu l'optique. Alors après, on voit quand même, pour moi, les limites, elles sont, par exemple, si je parle avec les Américains, et pendant longtemps, on s'est dit, ah là, les Américains, ils ont des directives anticipées depuis les années 90. En fait, quand on leur parle, on se rend compte que les directives anticipées, c'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont appliquées. Oui. Et c'est pas parce que les taux de personnes qui les font là-bas sont très faibles, en fait. Il y a peu de directives anticipées qui sont remplies, vraiment, les gens ne les remplissent pas. Donc nous, on pense que justement, notre proposition, c'est-à-dire voilà, qu'il y ait des pères aidants qui stimulent un peu le fait de faire les directives, ça va nous permettre d'aller plus loin. Donc justement, les Américains, ça les a intéressés et ils vont tester là, ils vont essayer eux aussi ça. Un participant demande qui fait la promotion des directives anticipées, comment les malades en entendent parler la première fois, par le psychiatre, par l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors là, nous, l'étude, ça nous a permis d'en parler en fait. Et ce que je fais aujourd'hui, ou par les associations, en fait, c'est beaucoup les associations qui s'intéressent à ça, c'est beaucoup les associations de personnes concernées, les associations de familles, c'est beaucoup les gens entre eux qui s'en parlent. On a énormément de bouche à oreille, nous, à Marseille. Aujourd'hui, les psychiatres, ils font pas le relais. Par exemple, les psychiatres qui ont participé à notre étude, on aurait pu s'imaginer qu'une fois que l'étude elle est finie, nous, on a laissé les médiateurs, ils sont restés en place. On s'est dit, une fois qu'ils auront pris l'habitude, on leur a montré que ça marche, on leur a envoyé à tous l'article en leur disant c'est super, ça marche. Et pour autant, aucun d'entre eux continue à avoir une pratique courante. Il y a très peu de psychiatres qui continuent à nous adresser des personnes. Donc, c'est malheureusement plus par les réseaux d'entraide, d'autosupport et de bouche à oreille citoyen, en fait, que ça fonctionne, que par les médecins. Après, il y a quelques médecins, quelques équipes qui sont à fond et qui s'en servent en routine. Et ça, c'est forcément, ça marche mieux. Mais il faut une volonté très forte des chefs de service. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sous-estiment beaucoup l'outil, sa portée, et ils ont peur de le mettre en place, je sais pas. En tout cas, c'est des choses qu'on va étudier, parce qu'on a obtenu un budget de recherche pour étudier ça. Pourquoi est-ce que les directives se mettent en place? Quels sont les freins? Comment est-ce que... donc, c'est des questions auxquelles on va s'intéresser là dans les 3 ans qui viennent. Merci. Quelqu'un demande quels sont les freins au déploiement de ces directives. Bon, vous venez d'en parler, mais il y en a beaucoup. Oui, il y a les freins des professionnels. On voit dans la littérature, il y a beaucoup les freins qui sont liés aux professionnels. Donc, il y a des freins internes, il y a des personnes on a vu les raisons pour lesquelles les gens elles sont réticentes à faire des directives anticipées, parce qu'elles n'ont pas envie de repenser à leur crise. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent tenir à la personne. Trouve que c'est pas important, ou voilà, s'y intéresse pas, c'est pas le moment. Donc ça, c'est tout à fait respectable. Et puis il y a des freins, voilà, beaucoup de freins qui sont liés aux professionnels. Et des réticences des professionnels, parce que ça change énormément la relation thérapeutique, c'est à l'inverse. Et ça, c'est très important. Et du coup, il y a une réticence à perdre son pouvoir, puisque qui dit empowerment dit qu'il y a quelqu'un qui perd son pouvoir, puisque quelqu'un le récupère. Donc, ce quelqu'un, c'est les équipes soignantes. Et donc, du coup, je pense que la réticence, elle est beaucoup, beaucoup à ce niveau-là. Le médecin croit qu'il sait ce qui est bon pour la personne. Donc, du coup, ça transforme en profondeur les choses. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant. Et après, dans les autres freins, il y a des freins, ça, c'est les freins des pratiques. Donc, on a parlé des freins individuels. Et puis après, les freins, disons, collectifs, ça serait l'absence de loi et l'absence de politique publique. C'est quand même fou qu'on ait une loi sur les directives anticipées de fin de vie, mais pas de loi sur les directives anticipées de psychiatrie, quoi. Donc c'est ça, Elles ne sont pas mieux appliquées pour tout ça. Il faut, pardon? Elles ne sont pas mieux appliquées pour tout ça, les directives de fin de vie. C'est vrai. Même réticence au niveau des professionnels.
C'est vrai, mais au moins, c'est plus avancé parce que on est quand même dans quelque chose de plus avancé. Oui. Parce que elles sont dans la loi et elles sont devenues contraignantes. Au début, elles n'étaient pas contraignantes, elles sont devenues contraignantes quand même. Mais ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas et surtout, ce n'est pas appliqué. Mais même aux États-Unis, en fait, il y a des choses assez violentes. Hein. On voit que sur la décision de ne pas être réanimée, par exemple, qui n'a rien à voir avec de la psychiatrie, mais une personne, elle peut écrire « je ne veux pas être réanimée », enfin, je veux dire, de partout, et jamais aucun médecin qui arrive et qui voit que la personne ne veut pas être réanimée, il y a des personnes qui réaniment quand même les personnes. Et elles ne sont jamais poursuivies pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le soignant d'en faire qu'à sa tête, quoi. Enfin, je simplifie, mais pour dire qu'effectivement, ce n'est pas qu'en psychiatrie qu'on voit ça, même si on peut avoir l'impression que le somatique est plus en avance. Alors, on a une question de Monsieur André Bitton. Ce n'est quand même pas une perte de pouvoir, un équilibrage. Même cela ne convient pas à la majorité des psychiatres hospitaliers. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que les équipes soignantes à l'hôpital sont suffisamment informées de ces nouvelles directives? Moi, je pense que non. Il n'y a pas beaucoup d'envie. Dans mon propre service, j'ai bataillé énormément pour faire une réunion de présentation des directives et ça a été assez bâclé et les personnes n'étaient pas très intéressées, ne se sentaient pas vraiment concernées. Non, moi, je trouve qu'il y a un déficit d'intérêt, de se rendre compte de la portée de l'outil et de s'en emparer, quoi. Enfin, non, je pense que les équipes ne sont pas formées. Elles ne sont pas formées au rétablissement, elles ne sont pas formées aux droits des usagers. Pour nous, on pense que c'est très important de mieux former les usagers aux droits parce que changer les professionnels, c'est plus compliqué que changer les usagers. C'était notre d'empoweriser les personnes concernées. C'était vraiment le point de départ, c'était ça. C'est de dire, on ne va pas attendre de former les équipes. On va vraiment court-circuiter et passer directement par les médiateurs de santé qui vont accéder aux personnes concernées pour qu'elles puissent remplir leurs directives. Donc, on squeeze l'étape des professionnels. Après, on l'a vu, hein, c'est un peu plus nuancé. En fait, c'est important que les professionnels soient formés aussi. Mais si on attend que les professionnels soient formés avant de mettre en place les directives anticipées, on va trop perdre de temps. Donc, il faut le faire et ça suivra, quoi. Enfin, bon, faut espérer. Mais ça doit venir de la société civile, en fait. Ça doit venir de vous. Ça doit venir de... Il ne faut pas attendre que ça vienne des psychiatres, quoi. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? À part ce genre de choses, en parler autour de nous, que les personnes concernées demandent à rédiger. Bon, les pères aidants, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, il y en a pas partout. Ils ont du mal à s'implanter eux aussi. Ouais. Hein? On espère qu'avec les arguments économiques que je vous disais, on aura un argument de poids pour parler au pouvoir public en direct, en leur offrant une manière sans trop toucher le système, de faire respecter les droits des personnes. Donc, on espère par ce moyen-là, on pourra avoir des postes de médiateurs qui seraient dédiés au fait de faire passer les directives anticipées aux personnes. Sans s'imaginer que ça soit une solution absolue, parce qu'une fois de plus, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres dispositifs, parce que j'imagine que ça ne se passera pas bien partout. Mais en tout cas, nous, pour le moment, c'est un petit peu notre idée. C'est comme pour les directives anticipées de fin de vie, comme pour la plupart des questions sociétales, c'est une question de société. Ça doit sortir absolument du champ des professionnels pour arriver dans le champ de la sphère publique. Ça doit être un discours qui doit être porté par les personnes concernées, par leur entourage, pas par les médecins. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent faire... c'est une question sociale, c'est une question de droit, une question qui est plus globale sur l'autonomie, le respect, ça nous concerne tous. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut mobiliser l'opinion, je ne sais pas, faire des tribunes, enfin, faire avancer les choses. Nous, on essaye avec cette journée, on essaye en faisant de la recherche, on essaye en construisant des plaidoyers, mais il faut que ça diffuse dans la société, quoi.
C'est hyper important. Merci beaucoup et merci docteur, pour votre investissement et votre humanité. On terminera par cette phrase d'un spectateur qui est resté anonyme, madame. Merci beaucoup. Merci.